Tu me dis si Bonjour je à parle de ton tous. micro ou pas. Alors désolé, on est un petit peu en retard, donc bienvenue sur ce premier webinaire des Journées nationales des industriels dédié ce matin donc, à l'identité nationale de santé. On a des petits soucis de connexion, donc Elsa Créage qui va faire une partie des présentations et par téléphone avec nous, mais vous inquiétez pas, ça va très bien se passer. Le webinaire sera disponible en replay et le support de présentation sera également mis en ligne sur le site de l'ANS. Voilà, donc ce webinaire sera animé donc à la fois par Elsa de l'Agence du numérique en santé, Sébastien Houguet du GIE Sésame Vital et Étienne de Benoît et Grégory Gazelli de l'assurance maladie. Elsa, je te laisse la main pour la première partie de la présentation. Merci Elodie et merci à tous d'être présents pour ce webinaire INS. Donc encore une fois, on s'excuse pour le petit retard lié à un souci de connexion de ma part. Donc comme l'a dit Elodie, aujourd'hui nous sommes 4 pour vous parler INS. On a tenu lors de cet atelier à ce qu'il y ait à la fois un représentant de l'ANS, puisque l'ANS travaille sur le projet INS depuis de nombreuses années, aux côtés de la CNAM. Je rappelle, la CNAM est chargée de développer le téléservice INSI, qui est fondamental pour la mise en œuvre de l'INS. Et on est accompagné aussi par le GIE Sésame Vital, représenté par Sébastien aujourd'hui, qui accompagne les éditeurs dans la mise en œuvre du téléservice INSI et de l'INS en général. Alors, au programme, une rapide introduction pour vous rappeler ce qu'est l'INS, à quoi ça sert. Ensuite, je vous présenterai les modalités d'implémentation de l'INS telles qu'on les a imaginées dans les différents textes INS. La CNAM vous parlera ensuite du téléservice INSI. On passera ensuite sur la partie comment on diffuse cette identité nationale de santé avant de conclure. Alors, en rapide introduction, donc qu'est-ce que l'INS et pourquoi le mettre en œuvre? Donc, l'INS, ça veut dire Identité nationale de santé. Vous vous êtes peut-être rendu compte, personnellement, quand vous êtes allé consulter chez différents praticiens, que votre identité pouvait varier d'un praticien à l'autre. Parfois, à l'hôpital, vous allez être identifié sous votre nom de naissance, tandis que votre médecin traitant va peut-être utiliser votre nom d'homme ou de femme mariée. De la même façon, dans un laboratoire, à la pharmacie, chacun peut utiliser des traits d'identité légèrement différents et c'est encore plus vrai quand on a un nom ou un prénom composé avec des tirets, des apostrophes, etc. Les règles de saisie diffèrent quand même d'un professionnel de santé à l'autre. Donc pour que on puisse plus facilement échanger et partager de l'information de santé entre professionnels, il est apparu nécessaire de se doter d'une identité nationale de santé, une identité qui est utilisée par tous les professionnels et cette identité qui va être utilisée par tous les professionnels, elle doit provenir des bases de référence de l'état civil. C'est pourquoi le téléservice INSI va retourner cette identité nationale de santé composée d'un numéro, le matricule INS. Le matricule INS correspond au numéro qui nous est attribué à la naissance si on est né en France ou au numéro qui nous est attribué au moment où on s'enregistre auprès des organismes de protection sociale quand on est né à l'étranger. En complément de ce numéro, de ce matricule INS, vous allez retrouver dans votre INS un certain nombre de traits, nom de naissance, prénom de naissance, date de naissance, sexe et code géographique du lieu de naissance. Pour les éditeurs, la mise en œuvre de l'INS, on la présente en 3 marches à franchir. Et on reviendra tout au long de cet atelier sur ces 3 marches. Donc, première marche, c'est d'être capable d'appeler le téléservice INSI pour récupérer cette identité nationale de santé ou pour la vérifier. Donc, la première marche, c'est l'intégration d'INSI. La deuxième marche à franchir, c'est qu'une fois qu'on a appelé le téléservice INSI, il faut correctement gérer l'identité conformément aux règles et bonnes pratiques d'identité-vigilance. C'est ce qu'on a appelé l'implémentation de l'INS. Et la troisième étape, c'est la diffusion. Une fois qu'on a appelé le téléservice, qu'on a bien implémenté l'identité dans les solutions, il faut ensuite la diffuser, que ce soit sur les flux informatisés ou sur les données qui ont vocation à être éditées en format papier. Alors, on va, à travers cet atelier, vous donner un certain nombre de points fondamentaux sur INS. Par contre, c'est vrai qu'on ne peut évidemment pas tout couvrir dans un atelier d'1 heure.
Donc, sachez que à l'issue de cet atelier, si vous voulez en savoir plus sur l'INS et si vous voulez être guidé pas à pas pour mettre en œuvre l'INS dans vos solutions, vous avez un parcours guidé qu'on a réalisé tous ensemble. Toutes les personnes autour de la table, entre guillemets, ont contribué à élaborer ce parcours guidé pour les éditeurs. Donc, vous le retrouverez sur la plateforme Genius. Je vais passer la parole à Sébastien pour, avant de rentrer dans la mise en œuvre de l'INS, Sébastien, vous donnez quelques chiffres clés sur la mise en œuvre de l'INS. Voilà, oui, pour montrer que le déploiement de l'INS est réellement effectif, puisque, alors, côté autorisation CNDA, donc l'autorisation au niveau du téléservice INSI, semaine dernière, on avait 92 éditeurs autorisés et ça continue à augmenter puisque j'ai regardé les chiffres ce matin, on est maintenant à 95, donc voilà, plus 3 en une semaine. En termes d'appels au téléservice INSI, on approche le million d'appels par mois. Et voilà, dans les mois prochains, on sera largement au-dessus du million puisqu'on est en forte progression. Avec 90% des appels sont des recherches d'INS et 10% de la vérification d'INS. Ce million d'appels qui a été réalisé en septembre a été fait en partie dans les structures sanitaires et médico-sociales, donc les établissements de santé et les établissements médico-sociaux, et également chez les libéraux, dans toutes les catégories, des médecins, des pharmaciens, des laboratoires, des radiologues, etc. Et une petite information que je pense que vous avez peut-être déjà, dans le cas du Ségur numérique, du Ségur de la santé, il y a un financement des équipements, des logiciels, et avec les dossiers de spécification de référencement qui ont été publiés, qui ont été présentés hier, et je crois qu'il y a un webinaire également aujourd'hui. Et tous les dossiers de spécification de référencement, les DSR, font référence à l'INS et exigent en fait l'usage de l'INS. Et le prochain qui sera publié, qui est en cours de concertation sur le médico-social, va intégrer également l'INS. Implémentation de l'INS. Merci Sébastien pour ce tour d'horizon du déploiement de l'INS. Alors, premier focus sur l'implémentation de l'INS, il y a un certain nombre de données, les données constitutives de l'identité que tous les logiciels doivent être en mesure de gérer. Alors bien évidemment, tous les logiciels doivent avoir un champ pour récupérer le matricule INS, ainsi que son identifiant technique qui lui est associé, l'OID. Vous devez aussi avoir des champs vous permettant de gérer les traits stricts suivants. Le nom de naissance, la liste des prénoms de naissance, le premier prénom de naissance, la date de naissance, le sexe et le code INSEE du lieu de naissance. En complément de ces traits stricts, vous devez aussi permettre à l'utilisateur de saisir deux traits complémentaires qui nous ont paru importants pour la mise en œuvre de l'identité dans les logiciels. Le nom utilisé, c'est le nom porté par l'usager dans la vie courante, et le prénom utilisé, qui est là aussi son prénom porté dans la vie courante. Alors pourquoi il nous a paru important d'avoir ce nom et ce prénom utilisé? On sait que dans la prise en charge, pour la qualité de la prise en charge, il faut quand même appeler les usagers par les noms et prénoms qu'ils utilisent dans la vie de tous les jours, même si finalement ce ne sont pas leurs traits officiels à l'état civil. Par exemple, une femme mariée peut vouloir continuer à être appelée avec son nom d'épouse, même si nous, pour être sûr, en termes d'identité-vigilance, qu'on a bien affaire au bon usager, il faut garder son nom de naissance dans les traits stricts gérés dans les logiciels. Sur cette diapositive, vous voyez qu'on a des petites étoiles sur certains traits. Le trait nom de naissance, premier prénom de naissance, date de naissance, sexe et code INSEE du lieu de naissance. C'est les champs qui doivent être impérativement remplis par un utilisateur pour créer une identité. Tous ces traits stricts doivent être alimentés par tous ces traits doivent être alimentés par les retours du téléservice INSI dès que cela est possible. C'est-à-dire que dès que vous avez pu appeler le téléservice INSI, il faut que le champ matricule INS et OID soit évidemment alimenté avec les retours du téléservice INSI. Idem pour les traits suivants, nom de naissance, liste des prénoms de naissance, date de naissance, sexe et code lieu de naissance. Les champs, par contre, premier prénom de naissance non utilisé et prénom utilisé ne seront pas directement et automatiquement alimentés par le téléservice INSI, parce que le téléservice INSI n'a pas de champ premier prénom et n'a pas de champ non utilisé et prénom utilisé dans les retours qu'il vous transmet. Donc ça, c'est bien des champs qui vont être alimentés par l'utilisateur. Sur le premier prénom de naissance, vous pouvez néanmoins, en tant qu'éditeur, proposer à l'utilisateur une sorte de pré-remplissage en déduisant le premier prénom de naissance de la liste des prénoms de naissance que vous retourne le téléservice INSI.
On fait un petit focus sur le format des données parce qu'ils ont légèrement évolué avec la mise en œuvre de l'INS. Pour ceux qui ont suivi la mise en œuvre de l'identité-vigilance, en particulier dans les établissements de santé, il y avait une instruction en 2013, une instruction publiée par la DGOS qui préconisait de saisir les identités en n'utilisant aucun signe diacritique, aucun tiret, aucun apostrophe, etc. Avec la mise en œuvre de l'INS, vu qu'on a des tirets et des apostrophes dans les bases de référence de l'état civil, on a réintroduit la saisie de ces caractères, tirets et apostrophes. Donc, dans les noms, prénoms de naissance, c'est désormais un caractère qui est utilisable. Sur les prénoms de naissance, pareil, les règles d'identité-vigilance en vigueur demandaient de saisir uniquement le premier prénom jusqu'à présent, là où aujourd'hui, on va bénéficier d'une liste de prénoms, sachant que ces prénoms sont séparés par des espaces. Pour la date de naissance, là, les choses ne changent pas. Les dates de naissance doivent impérativement être comprises entre 1 et 31 pour les jours et 1 et 12 pour les mois. Mais sachez qu'INSI peut, dans certains cas relativement rares, vous retourner des dates de naissance en 00. C'est un point qu'on fera peut-être évoluer d'ailleurs dans les mois à venir. Pour le sexe, la valeur I pour indéterminé est possible en complément de féminin ou masculin en termes d'identité-vigilance. Par contre, sachez que jamais le téléservice INSI nous transmettra cette valeur-là. Et pour le lieu de naissance, jusqu'à présent, on utilisait le code postal du lieu de naissance, là où aujourd'hui, ce qui est retourné par le téléservice INSI et ce qui existe dans les bases de référence de l'état civil, c'est le code INSEE. En conséquence, on fait un petit focus sur la recherche d'antériorité. Donc, la recherche d'antériorité, c'est quand un usager cherche un patient dans la base d'identité de son logiciel. Pour être sûr de limiter au maximum le nombre de doublons créés avec la mise en œuvre de l'INS, il faut que les recherches d'antériorité soient insensibles au tiret apostrophe. Donc, on vous demande, en tant qu'éditeur, quand un utilisateur cherche un nom avec un tiret, que vous retourniez les résultats de ce nom-là, même si ça existe sans tiret. De la même façon, puisqu'on sait que jusqu'à présent, les professionnels utilisaient de façon assez indifférenciée les champs de noms. Dedans, ils pouvaient mettre le nom de naissance ou le nom d'usage. Enfin, c'était pas très clair cette gestion des noms de naissance et des noms d'usage. Idem pour les prénoms. On vous demande aussi que la recherche d'antériorité interroge sans distinction ces champs-là. Donc, si je saisis un nom d'usage, il faut que la recherche d'antériorité me remonte tous les usagers qui ont ce nom-là en tant que nom de naissance ou en tant que nom d'usage. Là aussi, pour limiter la création de doublons. Un autre focus en termes plutôt de sécurité cette fois-ci, comme vous le savez, l'INS par définition c'est une identité à caractère personnel, c'est une donnée sensible, donc il est important que tous les accès à l'INS et au téléservice INSI soient tracés. Sur les accès à l'INS, finalement, en vertu du RGPD, normalement, tout accès à des données à caractère personnel, dont l'identité du patient, devait déjà être tracé. Le fait de rajouter l'INS ne change rien. Vous devez continuer à tracer les accès aux identités comme vous le faisiez jusqu'à présent. Par contre, c'est vrai que le téléservice INSI est nouveau et là, il faut bien prévoir de tracer tous les appels qui sont réalisés à ce téléservice. De la même façon, seules les personnes habilitées doivent être capables d'accéder à une identité, et en particulier à une identité, à une INS et au téléservice INSI. Un bref focus aussi sur les statuts de l'identité. Donc, dans le référentiel national d'identité-vigilance, 4 statuts ont été créés pour bien différencier les identités selon leur niveau de confiance. Donc, on a des identités qu'on appelle les identités provisoires. C'est le plus bas niveau de confiance qui existe. C'est le statut que les identités ont par défaut. Identité provisoire, ça veut dire que l'identité, elle a été créée manuellement ou par l'utilisateur sans se référer aux bases de l'état civil. Donc, le téléservice INSI n'a pas été utilisé. Et de la même façon, l'identité n'a pas pu être vérifiée sur la base d'un dispositif à haut degré de confiance, c'est-à-dire que l'utilisateur n'a pas eu la carte d'identité, le passeport ou autre pièce jugée à haut niveau de confiance pour attester l'identité de l'usager. Ensuite, on a 2 statuts intermédiaires, le statut identité récupérée et le statut identité validée. Donc, identité récupérée, c'est quand on a pu appeler le téléservice INSI et donc on sait que l'identité créée, elle a été sur la base de données qui viennent des bases de l'état civil. Par contre, on n'a pas pu là aussi attester l'identité de l'usager sur la base d'un dispositif à haut degré de confiance.
Identité validée, c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'on n'a pas pu appeler le téléservice INSI, mais par contre, on a eu une pièce à haut degré de confiance pour attester l'identité de l'usager. Et enfin, le statut ultime, c'est le statut identité qualifiée, c'est le statut vers lequel on doit tendre. Ce sont les identités pour lesquelles on est à la fois certain de l'identité de l'usager, puisqu'on a eu un dispositif à haut degré de confiance entre les mains pour identifier l'usager, et on est sûr aussi que l'identité et que les traits d'identité ont été créés à l'image de ce qui existe dans les bases de référence de l'état civil. Donc, ces 4 statuts doivent être impérativement gérés par les éditeurs dans leurs solutions, sachant qu'en plus, on a des attributs qui viennent compléter ces statuts, des attributs qui permettent de toper finalement les identités à caractère douteux, celles pour lesquelles on soupçonne une erreur d'identité ou une usurpation d'identité, les identités fictives créées par exemple pour des besoins d'anonymat, et des identités très très proches qui s'apparentent à des homonymes. Alors, si on a mis des statuts pour l'identité, c'est parce qu'il y a aussi des règles de gestion qui vont dépendre de ces statuts. La liste ici n'est pas exhaustive. Vous trouvez la liste exhaustive dans le guide d'implémentation de l'INS. Première règle, et c'est la règle, si on n'avait qu'une à retenir, ça serait probablement celle-là, c'est sur la diffusion de l'INS. Une INS complète ne peut être diffusée qu'à condition que l'identité soit au statut qualifié. Si vous n'arrivez pas à avoir un statut identité qualifié, vous ne pouvez pas transmettre le matricule INS et l'OID. Bien sûr, pour pas bloquer la prise en charge, les traits d'identité, nom, prénom, etc. pourront être transmis, mais pas le matricule INS et pas l'OID. Autre règle de gestion, sur la modification. Donc, quand une identité a été récupérée ou qualifiée, normalement, elle est conforme aux bases de l'état civil et il n'y a pas de raison que cette identité change. Si, pour une raison ou pour une autre, on est amené à la modifier, dans ce cas-là, ça ne doit pas être possible pour un utilisateur lambda, je dirais. Il ne faut pas que ça puisse se produire en un clic, cette modification d'une identité récupérée ou qualifiée, parce qu'il n'y a pas de raison que ça arrive. Par contre, on pourrait imaginer que dans certains cas rares, il faille modifier cette INS. Donc ça sera une habilitation qui sera réservée, par exemple, à des référents identito-vigilance dans les cellules identito-vigilance. Et si ça se produit, si on modifie une INS, donc une identité au statut récupéré ou qualifié, alors le matricule INS et l'OID doivent être entre guillemets effacés, invalidés. Le statut d'identité doit être déclassé au niveau inférieur. Et bien sûr, comme toute modification sur une identité, les changements doivent être propagés vers les autres systèmes d'information raccordés à cette identité, au référentiel d'identité. Alors, avant de passer à la partie intégration de l'INSI, j'ai vu clignoter le chat à plusieurs reprises, donc je vais rapidement regarder vos questions. Ah oui, donc une question. Vous avez effectivement vu que sur un slide, je mentionnais le fait de ne pas intégrer les INS retournés par le téléservice INSI si dans la date de naissance, on avait des 00. Vous me demandez de détailler. Donc oui, le téléservice INSI peut, dans certains cas de figure, retourner des dates de naissance avec un jour à 00 et ou un mois avec 00. Si jamais le téléservice vous donne ce retour-là, il faut que vous rendiez impossible à l'utilisateur le fait de rapatrier cette identité dans son système d'information. Pourquoi on a fait ça? On sait que les systèmes d'information n'aiment pas les dates de naissance en 00. Ça peut créer un certain nombre de blocages. Et donc, on ne voudrait pas impacter le système d'information en l'obligeant à accepter finalement une date de naissance en 00. Donc, cette identité-là, malheureusement, vous ne pourrez pas l'intégrer dans le système d'information. Il faudra la bloquer. Par contre, on travaille avec la CNAM pour proposer un transcodage de ces dates de naissance. Donc, le téléservice INSI remplace les 00 par les dates de naissance attendues conformément au référentiel national d'identito-vigilance. Donc, on espère que dans quelques mois, on pourra vous dire que le téléservice ne vous envoie plus jamais des 00, mais pour quelques mois encore, c'est un cas qui peut se produire. J'ai vu qu'il y avait une question aussi sur la mise à disposition des slides, mais je vois qu'Élodie, tu as répondu. Yes. Avez-vous connaissance d'un web service consommable pour chercher le code INSEE? Non, malheureusement, aujourd'hui, on n'a pas de web service des lieux de naissance. Sur le site de l'INSEE, vous trouvez des fichiers CSV de mémoire avec l'ensemble des codes communes, les historiques sur les communes. Vous avez aussi un fichier sur les codes pays et malheureusement aujourd'hui il n'existe pas de fichier sur l'historique des codes pays. C'est une demande qu'on a faite à plusieurs reprises auprès de l'INSEE et on a eu confirmation qu'ils étaient en train de réaliser un fichier en ce sens qu'ils espèrent pouvoir mettre à disposition
J'ai cru comprendre fin d'année, mais bon, je préfère pas trop m'avancer sur la date précise. Les téléservices INSI sont-ils interrogeables par liste de travail? Alors ça, je vous propose qu'on en parle un tout petit peu après, parce que l'assurance maladie, Grégory et Étienne vont vous présenter le fonctionnement du téléservice. Donc, on reviendra sur votre question un tout petit peu après. Et ben d'ailleurs, sans plus attendre, je passe la parole à Grégory et Étienne qui vont vous parler du téléservice INSI et vous présenter ces différentes opérations. Alors, bonjour à toutes et à tous. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Vous m'entendez bien? Un peu de loin. Un peu de loin, excusez-moi, mais voilà, je suis Là, sur site, donc c'est pas toujours évident. Alors voilà, déjà pour vous présenter le téléservice INSI, il n'est pas tombé comme ça de nulle part, sorti du camion, c'est-à-dire que c'est la déclinaison finalement informatique de fonctionnalités qui sont définies dans le référentiel INS. Le référentiel INS, c'est la Bible qui décrit globalement c'est quoi l'INS, qui peut y accéder, dans quelle modalité et comment récupérer cette information et la vérifier. Voilà, donc on va parler donc là du téléservice, de son implémentation, mais totalement déclinée du référentiel INS auquel il se réfère, pour présenter donc deux grandes familles finalement d'opérations, de récupération de recherche et de vérification, que l'on verra qui seront dans un deuxième temps. Alors, donc, un élément fondamental et fonctionnel qu'il faut quand même avoir en tête, c'est que nous fournissons à l'assurance maladie un téléservice qui permet de récupérer l'INS par plusieurs modalités, mais au final, dans votre processus métier organisationnel, ce que vous allez récupérer, par rapport à ce qui a été dit précédemment par Elsa, c'est une identité nationale de santé récupérée. C'est-à-dire que, c'est très bien détaillé également dans le référentiel d'INS et puis dans d'autres documents de l'ANS qui vont bien, vous devez qualifier cette identité pour vous assurer que la personne qui se présente à vous dans le cadre d'un parcours de soins social, c'est bien la bonne personne, et donc on parle d'identito-vigilance. Et la conjonction de la récupération des éléments du téléservice plus le fait que vous allez appliquer un processus d'identito-vigilance métier vont faire que vous allez passer ce qui est identité à identité qualifiée, donc vous pourrez les diffuser. Voilà. Bon, il y a plusieurs contextes. Aujourd'hui, nous proposons des opérations unitaires de recherche selon deux modalités avec carte vitale ou par saisie des traits d'identité. Justement, il y a des contextes d'usage, donc en consultation, dans une admission, par un service d'accueil administratif, etc., ou par des traits d'admission, par exemple, pour un besoin des informations qui ont été préalablement renseignées par le patient qui va se présenter et le besoin de récupérer l'INS quand celui-ci se présentera avec vous pour faire A priori, on vous entend vraiment de très loin. Je ne sais pas si vous avez la possibilité de vous rapprocher de votre micro. Pourtant, là, je suis en train de manger mon micro. Là, attendez. Là, ça va. J'essaie de voir. Je mets tout à fond. J'espère que ça ne va pas faire des larcènes. Voilà. Est-ce que vous m'entendez mieux? Oui, c'est mieux. Merci. Très bien. Est-ce que vous pouvez passer à la slide 2, s'il vous plaît? Ouf. Oula, c'est dense. Alors, oh là 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 là. Alors, finalement, il y a du slide, c'est marqué. La récupération, c'est deux opérations unitaires selon deux modalités d'authentification, mais on va déjà parler du fonctionnel. Vous allez donc avoir une modalité où vous avez le patient en face de vous et sa carte vitale, donc vous allez utiliser les éléments de la carte vitale pour interroger le téléservice et récupérer son identité DNS, c'est la première modalité. Ou bien vous allez saisir les traits d'identité, nom, prénom, date de naissance, sexe, lieu de naissance facultatif. C'est pas évident de connaître par cœur de mémoire les codes de naissance de l'INSEE, même avec si on ne peut pas faire encore ce là. Et donc vous allez finalement avoir trois réponses possibles du téléservice que vous allez utiliser selon ces deux modalités de recherche. Si la personne recherchée donc, est identifiée de manière unitaire, on vous la recommande. Je vous rappelle que fonctionnellement, vous devez vérifier que la personne que vous allez prendre en charge est bien la même personne. Donc, ça,
c'est le premier aspect que, si vous l'utilisez, c'est pour chercher une personne, donc pour la trouver, pour pouvoir la prendre en charge, ça c'est le cas idéal. Vous avez un autre cas de figure, c'est que si vous ne trouvez pas, alors la plupart du temps, c'est parce qu'on est dans l'opération de saisie d'identité, qui dit saisie manuelle, dit des fois on se trompe, quoi que ce soit, donc il se peut que pour des cas de figure, même des anonymes qui existent en France, une population de 65 millions de personnes, ça peut arriver. Et voilà, donc on va prendre le cas classique de mauvaise saisie de l'information d'entrée de déclaration de recherche par saisie de frais d'identité. Et on vous dit, voilà, aucune identité trouvée, donc vous retrouvez. Par contre, le cas où il y a plusieurs personnes qui sont potentiellement trouvées, on ne vous les restituera pas. On vous dira attention, voilà, affinez votre recherche pour justement trouver par cette modalité-là la personne recherchée. Alors, techniquement, au régime général, mais sachant que nous sommes dans un régime, je ne rentre pas dans les détails informatiques, si vous faites une recherche par nom, prénom, date de naissance, sexe, sachant que le code de naissance est facultatif, vous avez 97,7% de choses pour la personne. S'il y a une anonymie possible, il faudra appliquer le code d'une naissance, si vous le connaissez ou pas, pour pouvoir la chercher. Vous pouvez passer peut-être à la slide suivante. Donc ça, c'était les opérations unitaires de recherche de l'INS, de modalité. Maintenant, donc, tout ce que je vous dis, évidemment, comme je l'ai introduit, ce ne sont que la déclinaison des éléments qui sont définis dans le référentiel l'INS. Donc, The Holy Bible, la Bible sacrée, se trouve dedans, et je vous invite à regarder ce document qui finalement vous donnera le cadrage, peut-être qui sera nécessaire à la compréhension de certains concepts, notamment. Alors, là, la vérification de l'INS. On est dans une autre logique, une autre problématique. Déjà fonctionnellement, donc ça veut dire que vous avez commencé à avoir vos patients, alimenter le fil de l'eau, récupérer les INS, donc ça c'est une démarche qui se fait au fil de l'eau. Puis au bout d'un moment, pour des besoins qui vous sont propres, vous avez une volonté de vérifier l'INS. Alors pourquoi vérifier l'INS? Parce que l'INS, ces éléments d'identité, peuvent changer. En France, vous avez par an une moyenne, c'est-à-dire, j'arrondis à 1000 et quelques changements de numéro de matricule, de NIR, de sécurité sociale si vous préférez. Donc, ça peut arriver. Il y a des éléments, et puis c'est au fil du temps, d'ailleurs, même le référentiel INS donne des recommandations, une fréquence à réaliser, pour justement vous assurer de la qualité des données. Ça, c'est pourquoi il y a la vérification. Alors, la vérification se décline dans le téléservice par deux modalités. Une modalité unitaire de vérification. Vous allez donc envoyer ce que vous avez préalablement récupéré dans votre système et le service vous répondra OK ou KO. OK, c'est-à-dire qu'aucun des éléments de l'INS n'a changé, ou KO. Il y a eu un changement. Dans ce cas de figure, il faudra faire une nouvelle recherche pour récupérer de nouveaux traits d'identité et de nouveaux matricules, la nouvelle identité d'INS. Et une autre opération. Alors, elle est peut-être déclinée en slide 2, hein, je ne sais pas, je vais peut-être aller voir en slide 2. On vous entend de nouveau très très loin. Voilà, je suis vraiment désolé. Alors, c'est peut-être le réseau, parce que là, tout le monde est en train de rechercher les INS, donc ça sature le réseau de l'assurance maladie. On n'aurait pas dû faire cette présentation, malheureusement. Non, je suis désolé, hein, je suis en FED. Voilà. Vous m'entendez mieux là? C'est un peu mieux, oui. Voilà. Et donc, la vérification de masse qui va permettre de soumettre des lots de vérification pour justement faire cette vérification de la qualité de vos données. Donc, vous allez soumettre des lots et vous aurez une réponse du téléservice lorsque, donc, c'est comme quand vous allez à la blanchisserie, hein, vous soumettez votre lot de chemise de la semaine, on vous dit, OK, voilà le ticket pour le retirer, on vous le redonne dans tant de temps, repassez, et vous redonnez le ticket, on vous donne vos chemises propres. C'est pareil, la vérification de l'INS en masse, c'est une opération, justement, c'est la seule opération qui est en masse, et qui permet justement de vérifier par vous vos INS préalablement récupérés.
avec, quelle que soit l'opération unitaire ou en masse, les mêmes modalités de retour. Soit c'est OK, soit c'est KO. Voilà. Avant de passer à la partie diffusion de l'INS, donc il y a quelques questions auxquelles j'ai répondu dans le chat, mais il y en a une, je préférerais y répondre à l'oral. Je vous lis la question. Donc, de nombreux logiciels, si ce n'est la plupart des logiciels, permettent de saisir une identité manuellement, même s'il ne s'agit pas d'un logiciel de gamme. Est-ce que tous ces logiciels doivent être considérés comme des logiciels référentiels d'identité et donc permettre l'appel à l'opération de récupération de l'INS? Donc, les bonnes pratiques telles qu'elles sont décrites dans le référentiel national d'identité-vigilance indiquent que normalement dans une structure on doit avoir un seul et unique référentiel d'identité. Alors c'est vrai que dans la plupart des établissements c'est la gamme ou la GAP qui joue ce rôle-là, mais ça peut être aussi le DPI ou d'autres logiciels. Donc c'est vrai que normalement ce cas de figure que vous décrivez, à savoir la création d'identité dans plein de logiciels dans une structure, est quand même très éloigné des bonnes pratiques et des recommandations en identité-vigilance. Maintenant, ceci étant, c'est vrai que nous, on considère qu'un logiciel qui permet la création, modification d'identité, ça devient un logiciel de fait référentiel d'identité, et toutes les règles du guide d'implémentation de l'INS qui s'appliquent au référentiel d'identité s'appliquent de fait à ces logiciels-là, entre autres l'appel à les récupérations d'INSI. Et encore une fois, je réinsiste très très fortement, créer des identités dans le logiciel dans la GAP, puis et aussi dans le logiciel d'imagerie et aussi dans le logiciel de labo, c'est quand même un risque extrêmement fort d'avoir une mauvaise gestion des identités et des soucis d'identité-vigilance. Donc, on vous recommande clairement pas d'aller dans cette direction-là. Je vois une autre question. Pouvez-vous préciser les modalités du certificat? Je peux commencer à faire un début de réponse et puis je laisserai ensuite peut-être Étienne, Grégory, Marc-Sébastien compléter. Donc depuis peu, vous pouvez appeler le téléservice INSI avec un certificat logiciel. On insiste et on rappelle que le certificat logiciel à utiliser, c'est celui de l'acteur de la prise en charge. Donc ce qui est visé par cette opération, c'est de permettre notamment, par exemple, aux établissements de santé ou aux structures médico-sociales d'appeler des services avec le certificat de la structure plutôt que d'appeler le téléservice avec les cartes CPX nominatives des utilisateurs du site, parce qu'on sait que dans certains sites, il est compliqué de s'équiper entièrement de cartes CPX, et donc le téléservice, l'identification électronique au téléservice par le certificat logiciel de la structure a pour objectif de faciliter cela. À ce jour, seuls les acteurs de la prise en charge peuvent utiliser un certificat logiciel pour appeler le téléservice INSI. Vous ne pouvez pas, par exemple, en tant qu'éditeur, utiliser votre propre certificat logiciel éditeur pour appeler en votre nom, pour le compte de vos clients, le téléservice INSI. C'est peut-être des choses qui seront amenées à évoluer, mais à ce jour, seul le certificat de l'acteur de la prise en charge est autorisé. Et après, sur les modalités techniques, peut-être que vous pouvez en redire un mot, Grégory, Étienne, Sébastien. Alors, oui. Enfin, déjà, pour parler un peu fonctionnellement, on a décrit là les 4 opérations accessibles de recherche et de vérification des cliniques pour le téléservice INSI, mais pour s'authentifier justement à l'usage de ce téléservice, il y a la modalité avec la carte CPX, et l'authentification, donc ça c'est en fait pour identifier, on va dire, une personne physique, et la modalité authentification TLS mutuelle pour authentifier une personne morale. Voilà. Donc, ce sont les deux, on va dire, deux modalités d'authentification, sachant que la deuxième a été est disponible depuis peu en production, mais le processus d'autorisation pour ceux qui vont se faire autoriser est disponible et vous pouvez l'utiliser. Donc ça, c'est les principes d'authentification pour les usages. Est-ce que Sébastien ou Étienne voulaient compléter des éléments? Je vais peut-être apporter une précision juste sur le certificat que l'établissement peut commander. C'est bien un certificat qui va être dédié pour le téléservice INSI. Donc, on ne peut pas réutiliser un certificat, par exemple, qui est utilisé pour accéder au DMP. Donc, il faut bien commander auprès de l'ANS. Il faut que l'établissement commande un certificat dédié pour l'appel au téléservice INSI. Et Sébastien, je ne sais pas si tu veux en dire un mot. Il me semble que vous aviez prévu au niveau du GIE
d'animer un atelier pour oui, il y aura. préciser Alors, les modalités techniques. ça sera en début novembre. On fera un webinaire justement dédié sur cette mise en œuvre de l'appel par certificat logiciel. Donc, à la fois pour détailler les aspects techniques, comment on met en œuvre ça dans les logiciels. Et voilà, on parlera également des modalités de commande de certificat, même si ce n'est pas l'éditeur qui le commande, mais que vous puissiez, que vous, éditeurs, puissiez accompagner vos clients pour commander ces certificats. Je voulais aussi apporter peut-être une précision que j'ai vu qu'il y avait une question sur le nombre de CHU qui utilisent de tes services chez INSI. Alors, Lisa, tu as répondu dans le chat, sauf que tu as été un peu pessimiste, parce que tu parlais de 5 CHU. J'ai regardé dans les statistiques, là, on est à plus d'une dizaine, en fait, qui aujourd'hui appellent de tes services INSI, donc il est quand même assez largement déployé. D'ailleurs, si vous souhaitez, les statistiques d'appel du téléservice INSI et notamment la liste des établissements de santé qui appellent téléservice INSI sont disponibles sur le site web du GIE César-Mittal, voilà, en public. Vous pouvez les télécharger et vous pouvez voir voilà, quels sont les établissements et dans quel département sont appelés les téléservices INSI. Mais c'est vrai que je l'ai pas précisé dans mon message, dans les 5, c'est les 5 qui utilisent le téléservice INSI et qui qualifient en routine, on va dire, leurs INS sur la base du téléservice. Et je pense que les 5 autres, pour l'instant, ils sont plutôt dans la perspective de je l'appelle, mais je ne qualifie pas forcément encore mes identités derrière, puisque je suis en phase de rodage, en fait. Donc, on a 2 sources d'informations. On a effectivement les statistiques sur le nombre d'appels par établissement. Et puis, nous, on avait fait une petite enquête, alors qui remonte maintenant à je crois que c'était un peu avant l'été, donc il y a aussi peut-être des choses qui vont aller plus vite que prévu, où les CHU nous disaient à quelle date ils pensaient mettre en place leur solution en production et à quel moment à quel moment ils pensaient mettre leur version en test puis en production, en fait. Et c'est vrai que c'est là-dessus que je me suis basée pour vous répondre, Léo. Alors, j'ai vu une question aussi qui s'est affichée toujours sur les certificats, me demandant si les URPS pouvaient obtenir ces certificats. Alors, très honnêtement, je suis pas une spécialiste des modalités de contractualisation pour obtenir les certificats avec l'ANS, donc je pourrais poser vos questions à mes collègues qui s'occupent des moyens d'identification électronique pour vous répondre. Je n'ai pas la réponse en séance, désolée. On a une autre question. Il semble que l'intégration du téléservice INSI dans les plateformes SaaS ne soit pas encore opérationnelle. Pouvez-vous nous confirmer cet élément et si c'est le cas, nous donner de la visibilité sur la résolution de ce problème? Alors effectivement, ce que je disais, c'est que on est bien conscient qu'aujourd'hui, la mise en œuvre du certificat logiciel telle qu'elle a été faite là tout de suite ne répondait pas aux besoins des éditeurs qui voulaient utiliser leur propre certificat pour déclencher les appels au INSI, notamment dans le cadre d'outils en SaaS. Donc ça, je vous confirme que c'est pas opérationnel. Je peux pas m'engager à vous indiquer dans quelle mesure ce problème sera réglé et à quelle échéance, parce qu'en fait, c'est pas tellement un sujet technique, c'est plutôt un sujet juridique. Il faut qu'on arrive à déterminer si un éditeur peut appeler le téléservice INSI en son nom pour son compte et si c'est possible, à quelles conditions. Et ça fait l'objet de tout un travail plus général qui ne concerne pas seulement INSI sur les moyens d'identification électronique. Donc, il y a une réflexion en cours là-dessus, entre autres menée par l'ANS et la DNS sur le référentiel d'identification électronique des personnes morales qui a été mis en concertation et dont les travaux vont continuer là sur la fin de l'année. Donc, je peux pas... il faudrait avoir les conclusions de tous ces travaux-là pour pouvoir vous répondre aujourd'hui. Je pense que les éléments de réponse arriveront plutôt en fin d'année. Je passe à la partie diffusion de l'INS. C'est une partie sur laquelle je ne vais pas m'étendre plus que ça, mais vous donner quand même les éléments clés. Déjà, pour rappel, quelles sont les données impérativement à diffuser? Donc, les données suivantes doivent impérativement apparaître sur toute donnée de santé. Donc, le matricule INS, par contre, vous n'êtes pas forcément obligé d'inscrire en clair l'OID. Vous pouvez vous contenter de mettre, par exemple, entre parenthèses, après le matricule INS, s'il s'agit d'un NIR ou d'un NIA, selon que l'OID utilisé est celui du NIR ou du NIA. Donc, le matricule INS, suivi de sa nature, le nom de naissance, le premier prénom de naissance, la date de naissance et le sexe.
par rapport à l'INS telle qu'elle est retournée par le téléservice INSI, vous n'êtes pas obligé de retransmettre sur une donnée de santé le lieu de naissance. C'est une donnée qui est affichée et qui est transmise de façon facultative. De même, le téléservice INSI vous retourne la liste complète des prénoms de naissance. On n'impose pas que tous les prénoms soient retransmis et soient utilisés pour référencer une donnée de santé, mais à minima, le premier prénom de naissance doit apparaître. Pour diffuser l'INS, donc on peut avoir deux cas de figure. Le cas de figure où l'INS est transmis de façon informatisée par un flux informatique, auquel cas il faut vous référer à l'annexe INS du cadre d'interopérabilité des systèmes d'information en santé, donc l'annexe INS du C6, qui précise standard par standard la façon dont l'INS doit être géré. Pour les données qui ont vocation à être imprimées, l'INS doit apparaître impérativement en clair. On vous a proposé ce que vous voyez à l'écran, un modèle d'affichage. Alors vous pouvez vous en inspirer, vous pouvez le reprendre, comme vous pouvez le remettre à votre sauce. Il n'y a pas d'obligation sur l'affichage à partir du moment où toutes les données que je vous ai citées juste avant apparaissent bien sur la donnée de santé. En complément de cet affichage en clair, nous demandons maintenant aussi que l'INS apparaisse sous la forme d'un data matrix pour lequel vous avez une spécification en ligne sur le site de l'ANS pour vous aider à le développer. Et normalement, on vous mettra à disposition dans quelques jours, a priori, un outil qui vous permettra de valider que le data matrix que vous avez développé répond bien aux spécifications. Alors, une rapide conclusion. On voulait vous remettre en évidence les différents types d'accompagnement qu'on vous propose et je vais laisser Sébastien vous en dire un mot puisque c'est essentiellement le GIE Sésame Vital qui est aux côtés des éditeurs pour la mise en œuvre de l'INS. Oui, donc le point d'entrée, tu en as parlé, Elsa, tout à l'heure, c'est sur le site Genius, le parcours guidé pour l'INS, qui va représenter globalement ce que l'INS et surtout vous expliquer en quoi votre logiciel peut être concerné et vous expliquer pas à pas quelles sont les démarches à faire pour intégrer l'INS. Depuis maintenant plus d'un an, voire 2 ans, voilà, on vous accompagne de façon très rapprochée. On a mené beaucoup d'entretiens individuels avec beaucoup d'éditeurs pour répondre à vos questions, voir votre feuille de route et vous accompagner vraiment pour mettre en œuvre l'INS et le déployer chez vos clients. N'hésitez pas à vous solliciter si vous avez besoin de cet accompagnement privilégié. Et puis, le centre de service du GIE Sésame Vital est là pour répondre à toutes vos questions sur l'INS, à la fois sur le téléservice INSI, mais également sur le guide d'implémentation INS, le RNIV. Et on escalade éventuellement aux experts s'il y a besoin, mais là, on est disponible pour répondre à toutes vos questions précises pour intégrer l'INS et déployer l'INS chez vos clients. Alors, je vois qu'il nous reste encore quelques minutes avant la fin de cet atelier INS. C'est l'occasion pour vous, si vous voulez, de nous poser d'autres questions, nous demander à préciser tel ou tel point si vous trouvez qu'on nous sommes passés trop vite ou qu'on ne sommes pas allés suffisamment dans le détail. Ah, j'ai une question. Bonjour, vous indiquez qu'il faut afficher l'INS sous forme de data matrix sur les documents imprimés. Est-ce que cela signifie qu'il faudra insérer cela sur tous les documents de type CRC, CRH, CRO, etc. Alors, oui, si je transcris bien tous les acronymes, compte rendu de consultation, compte rendu d'hospitalisation, compte rendu opératoire, et le CRPU, par contre, j'ai prise en charge en urgence peut-être. Oui, en tout cas, toute donnée de santé devra comporter à terme le data matrix INS. Alors nous, ce qu'on imagine, c'est que c'est vrai que le récepteur de la donnée, grâce à ce data matrix, pourra plus facilement récupérer lui-même l'INS et ce de façon fiable sans avoir lui-même à le ressaisir. En fait, il va pouvoir scanner ce data matrix et automatiquement dans son logiciel, soit créer une identité s'il ne connaît pas déjà l'usager. Ça l'exonérera pas, cela dit, de faire l'identitovigilance et l'appel au téléservice INSI pour autant, mais ça lui épargnera la saisie des traits d'identité. Si ce professionnel de santé connaît déjà l'usager, ça lui permettra de
d'atterrir entre guillemets directement dans le dossier de l'usager pour intégrer la donnée de santé, etc. Donc voilà, on imagine tout un tas d'usages qui rendent la présence de ce data matrix importante pour les professionnels. Pour quelle date? Alors, en théorie, la mise en œuvre de l'INS, l'INS doit déjà apparaître sur toutes les données de santé depuis le 1er janvier, donc à minima en clair. Et ensuite, sur la partie data matrix, un des éléments de réponse, j'ai pas de date précise à vous indiquer, mais sachez que si vous voulez que votre logiciel soit référencé Ségur, la mise en œuvre du data matrix fait partie des exigences en fait que vous devez respecter pour pouvoir prétendre à ce référencement Ségur. Et donc le référencement Ségur se déroulant sur 2021-2022, à cette échéance-là, vous devez être prêt à le mettre en œuvre. Alors bon, dans l'exemple de l'INS, ça a affiché et imprimé le nom comporte un tiret. Le nom reçu après un appel de l'INS ne devait-il pas ne pas contenir de tiret? Alors oui, alors sur les tirets, là vous retournez téléservice INSI, c'est ce qui existe dans les bases de l'état civil. Donc si mon nom, mon prénom comporte un tiret dans les bases de l'état civil, le téléservice INSI retournera ce tiret. Et le professionnel qui appelle le téléservice et qui récupère cette identité va lui devoir aussi garder ce tiret dans son logiciel. Donc le téléservice peut tout à fait retourner ce type de caractère et il faut être en capacité de l'accepter dans les logiciels. De la même façon, si je suis logiciel esclave, si je reçois une identité avec un tiret en provenance du référentiel d'identité, je dois moi aussi en tant que logiciel esclave accepter ce tiret s'il existe. Et c'est ça qui a changé, qui demande une remise à jour, je dirais, des connaissances des professionnels, des utilisateurs qui gèrent l'identité dans les structures. C'est vrai que jusqu'à présent, du fait de l'instruction des GOS de 2013, on leur disait les tirets doivent être remplacés par des espaces, les apostrophes doivent être remplacés par des espaces. Cette règle-là n'a plus lieu d'être. Cette instruction des GOS de 2013 a été abrogée et remplacée par les textes de référence que sont le référentiel INS auquel est annexé le référentiel national d'identité-vigilance qui rappelle les règles de saisie des identités et qui rappelle que ce type de caractère doit être géré. Si un logiciel, exemple concentrateur de documents, ne propose pas de diffusion de documents, que doit-il implémenter pour obtenir l'homologation INS? Alors, par concentrateur de documents, dans le guide d'implémentation, on a mis un petit paragraphe sur un cas un peu particulier, le cas où vous entreposez des données, où vous les juxtaposez sans aucune logique d'intégration dans un dossier patient. Je prends l'exemple qui nous était souvent cité, c'était l'exemple de PACS régionaux, par exemple, qui reçoivent des comptes rendus d'imagerie, qui reçoivent des images en provenance de plein d'établissements, chacun avec leurs identités, et qui les entreposent, mais sans chercher à les regrouper dans un dossier patient. Ce qu'on a convenu pour ce type d'outil, c'est que le PACS va prendre l'identité transmise par le professionnel ou la structure de santé. Donc, si le PACS veut faire appel à la vérification pour sécuriser que l'INS a été envoyé par la structure professionnelle est correcte, il peut, mais il n'y a pas d'obligation à le faire, puisque de toute façon, quel que soit le retour du téléservice de vérification, le PACS n'a pas à modifier la donnée de santé telle qu'elle lui a été transmise par le professionnel ou la structure. Donc du coup, vous devez être en capacité en tant que concentrateur de réceptionner une INS, et notamment de gérer les nouveaux champs, matricules, OID, etc., introduits par l'arrivée de l'INS. Par contre, vous n'avez pas d'obligation de faire un appel au téléservice INSI pour vérifier les identités transmises par les structures ou les professionnels. Une interrogation, intégration, récupération est exclusivement unitaire ce jour. Une évolution vers une interrogation en masse, j'imagine, est-elle prévue? Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, les opérations du téléservice, l'opération de récupération en tout cas, est exclusivement unitaire. Par contre, comme Grégory l'a dit, vous avez une opération de vérification en masse qui existe, qui est en production déjà depuis plus de 6 mois. Pour la récupération en masse, c'est vrai qu'aujourd'hui, ça fait pas partie des sujets qu'on a
qu'on a étudié et priorisé dans les évolutions du téléservice INSI. Par contre, vous pouvez tout à fait, en tant qu'éditeur, imaginer un mécanisme d'appel unitaire mais séquentiel. Vous avez par exemple la liste des patients attendus le surlendemain en hospitalisation. Rien ne vous empêche, sur la base d'une liste de travail, d'appeler le téléservice INSI pour les 50 patients que vous attendez le surlendemain. Mais ça sera des appels qui seront faits les uns après les autres pour préparer la venue des usagers. Peut-être une précision, Elsa, il y a quand même une contrainte CNIL forte où la CNIL est vigilante pour qu'il n'y ait pas d'appels en masse et que ce soit vraiment des appels à l'occasion de la prise en charge. Voilà, il n'est pas question d'appeler le téléservice INSI pour l'ensemble de la base patient de l'établissement ou du poste de santé. Oui, tout à fait. Tu fais bien de le rappeler, Sébastien. C'est bien quand on est dans une prise en charge immédiate ou programmée dans les jours qui suivent. Vous n'avez pas vocation à essayer de siphonner, entre guillemets, la base nationale de référence pour récupérer des INS. C'est un point sur lequel on est évidemment vigilant. Seuls certains logiciels sont éligibles au financement Ségur, mais l'implémentation de l'INS est obligatoire pour tous. Comment financer ces changements imposés pour les autres éditeurs ? Effectivement, nous, on n'a pas... vous avez raison, le Ségur finance certains types de logiciels. À ma connaissance, il n'y a pas de financement prévu en dehors du Ségur pour financer la mise en œuvre de l'INS, qui est finalement une mise en œuvre réglementaire et qui normalement doit être inclus dans la maintenance que les éditeurs proposent à leurs clients. Peut-être un complément c'est vrai que sur le financement Ségur, là aujourd'hui il y a 6 couloirs qui ont été publiés, mais il y a des travaux pour étendre à d'autres domaines. Hein. Comme je t'ai dit, il y a la concertation pour le médico-social, il y a des travaux pour la pharmacie où ça devrait être publié à la fin de l'année. Et je crois que l'année prochaine, il devrait y avoir un financement Ségur pour la partie auxiliaires médicaux. Donc, le financement Ségur va quand même couvrir une très large majorité des logiciels qui doivent intégrer l'INS. Je vous mets le lien de la page Ségur dans le chat, vous pourrez retrouver toutes les infos dessus. Écoutez, je pense qu'on a répondu à toutes les questions. Merci à tous les intervenants. Comme vous le savez certainement, si vous étiez connecté à la première journée des GNI hier, c'est une journée 100% webinaire, on n'en a pas moins de 17. Et ça se poursuit dès 10h15 avec un webinaire autour des actualités juridiques du numérique en santé, un autour de Pro Santé Connect et un autour du serveur multiterminologie. Donc, idem, je vous ai mis le lien du programme de la journée dans le chat. N'hésitez pas à vous connecter. Si jamais vous n'êtes pas dispo, ils seront tous disponibles en replay. Idem, les supports seront tous mis en ligne. Donc, n'hésitez pas. Merci à tous pour votre participation et pour vos questions. Encore un grand merci aux intervenants. Désolée pour ce petit couac de connexion. J'espère que ça n'aura pas empêché la compréhension de ce webinaire. Et puis, on se retrouve très bientôt pour de nouveaux webinaires. Il y en a beaucoup. Il y en a régulièrement autour de l'INS. Donc, n'hésitez pas à regarder sur le site de l'agence pour vous tenir informés. Merci à tous et puis très bonne journée. Bonne journée à tous. Merci. Merci, au revoir. Merci, au revoir.